Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Alex Dirty Fun Pea. Ouais, enchanté. C'est un plaisir. Tu me reçois aujourd'hui dans les locaux de l'école que tu as créée, avec Stéphanie à l'époque. Non, c'était sans Stéphanie à l'époque, mais on a vite collaboré ensemble tous les deux. Ouais. D'accord. Donc l'école que tu as créée, Ouais. pour que tu puisses me parler de ta passion, hein, le shibari. Ouais. Le bondage. Le shibari. D'accord, le shibari. Il y a vraiment une différence entre shibari et bondage. Alors ça pourrait être intéressant que tu me dises quelle est cette différence d'emblée. Bah en fait, le shibari c'est vraiment attacher quelqu'un avec des cordes naturelles, alors que le bondage, on va pouvoir l'attacher avec n'importe quel type de lien. Ça peut être des foulards en soie, ça peut être du cellophane, ça peut être des menottes. Le bondage c'est plus de la contrainte d'une manière générale, alors que le shibari c'est spécifique, avec des techniques spécifiques et des cordes spécifiques aussi. D'accord. Ouais. Donc je vais t'inviter d'abord à te présenter, parce que tu as plusieurs activités en plus, donc vas-y. Alors je suis avant tout prof de shibari, artiste, je fais beaucoup de photos, des vidéos aussi. Auteur, vu que je suis le co-auteur de 2 livres et un 3e qui est en cours de sortie. Et je fais aussi de la domination professionnelle. D'accord. Voilà. Pourquoi, question que j'aime bien poser dès qu'on a affaire à un pseudonyme, pourquoi Dirty Fun Pea ? Dirty Fun Pea, c'est un pseudo que j'ai depuis très longtemps, bien avant que je fasse du shibari en fait. Donc c'est un hommage à plusieurs choses. Voilà. Dirty, c'était pour Old Dirty Bastard, un des membres du Wu-Tang Clan qui est décédé malheureusement, et que j'aimais beaucoup en termes d'attitude et en termes de son côté un peu dingue. J'aimais beaucoup son pseudo, c'était Old Dirty Bastard. Von, c'est pour Dita Von Teese. J'ai été beaucoup attiré par tout ce qui était burlesque et performance. Et, voilà, et P, c'est pour Paris, c'est pour un petit peu ce qu'on veut. Ouais. Ouais. Ok. Pour le mystère. Pour le mystère, un petit peu, ouais. Ouais. Ok. Dans un premier temps, parce que c'est pour ça, surtout pour ça que je suis venu, hein, c'est parler de shibari, que tu m'expliques un peu de quoi il s'agit. Je pense que dans un premier temps, ce qui serait bien, c'est que tu donnes quelques définitions sur des termes spécifiques du shibari, et puis qu'on parle de notions de sécurité, ce qui me paraît très important. Ouais. Alors là, je te laisse, c'est ta spécialité. Shibari, ça veut dire attacher en japonais. Donc c'est le terme générique pour attacher. On peut utiliser le mot shibari pour attacher ses lacets, attacher des papiers cadeaux ou éventuellement attacher des personnes. On parle aussi de kimbaku. Kimbaku, c'est un terme beaucoup plus spécifique. Ça veut dire attacher des personnes de manière serrée, avec de la contrainte et une notion de tourment. Donc à la base, en fait, le shibari s'appelait plutôt kimbaku, vu que c'était l'érotisation de la souffrance qu'on cherchait, et c'est pour ça qu'on a créé toutes ces techniques de contrainte avec des cordes. Voilà. Alors j'ai envie de te poser une question aussi, parce que moi ce que j'avais entendu, mais je suis clairement pas un spécialiste, tu vas peut-être me le dire d'ailleurs, me le confirmer, mais à la base, ce que j'appelais moi bondage, sans connaître la différence avec le terme shibari, que tu viens de m'apprendre, c'était à la base une torture dans le Japon médiéval. C'était pour attacher les prisonniers tout au début. Enfin même encore plus avant ça, c'était une technique d'immobilisation qui s'appelait l'ojojutsu. Donc c'est un jutsu, c'est vraiment des étranglements, des clés, mais qu'on réalisait avec une corde, qui était beaucoup plus courte, préattachée au poignet. Et à partir de ça, on a développé des techniques d'immobilisation pour le transport des prisonniers. Encore plus tard, on a créé des méthodes de torture avec des cordes. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Japon, il y a très peu de minerais de fer. Donc les gens ont utilisé des cordes pour attacher les prisonniers, il n'y avait pas de menottes. Le fer était vraiment limité aux armes. Donc ils ont utilisé des cordes pour tout ce qui était attache et entrave des prisonniers. Et donc des tortures, des exécutions publiques avec des cordes. Et c'est ça qui a marqué en fait, il y a eu beaucoup d'artistes qui ont créé des estampes par rapport à ça. Et ça a notamment marqué un artiste qui s'appelle Ito Seiyu, qui trouvait ça très beau en fait. L'expression des prisonniers, la manière dont ils étaient attachés, ce que ça dégageait, ça l'a vraiment marqué. Il a voulu reproduire, il était lui-même artiste, reproduire un peu ces émotions-là dans ses estampes. On parle d'un artiste de quelle époque ? 1920. D'accord, 1920, il est mort un petit peu plus tard, j'ai plus la date exacte en tête, mais dans les années 50, un petit peu avant. Contemporain, ou en tout cas pas très ancien. Ouais, pas très ancien, ouais. Et en fait, Ito Seiyu, pour préparer ses estampes, il s'est dit, ok, je vais tester les cordes, on va voir un petit peu ce que ça va donner, il s'est mis à attacher sa femme.
Et il s'est rendu compte qu'effectivement, au bout d'un certain temps attaché, sa position de corps changeait, ses expressions changeaient. Et il a fait beaucoup de photos parce qu'il recherchait vraiment ce type d'expression en fait. Et il s'est inspiré des méthodes de Jojutsu, de ce qu'il avait vu dans les estampes, comment les prisonniers étaient attachés. Il a développé en fait des techniques de plus en plus pointues jusqu'à faire des suspensions. Et lui, ce qui l'intéressait dans les cordes, c'était vraiment l'érotisation de la souffrance. C'était de faire souffrir la personne. Et lui, il trouvait ça beau, il trouvait ça érotique, il trouvait ça excitant. Et par la suite, il y a beaucoup de personnes, des auteurs en fait, qui ont écrit des nouvelles en se basant sur les estampes d'Ito Seiyu et sur ses travaux photographiques préparatoires. Il a sorti un livre d'ailleurs à ce sujet-là. Et qui ont commencé à écrire pourquoi on se faisait attacher, ce que ça procurait comme sensation, et vraiment développer tout un imaginaire autour de ça. Ces nouvelles ont été reprises dans les premiers magazines BDSM au Japon, dans les années 50 justement. Et à un moment donné, il a fallu illustrer en fait un petit peu ces nouvelles, et c'est là qu'on a demandé à des artistes, à des photographes, à des attacheurs, de produire du contenu sur le shibari. Et le shibari est né comme ça. Donc ça date des années 50 en fait. D'accord. C'est très récent comme pratique. Ouais. Il y a un contexte historique, mais voilà. Le shibari qu'on connaît aujourd'hui, oui, c'est beaucoup plus récent. Ouais. Et c'est vraiment l'érotisation de la souffrance, donc c'est vraiment basé sur la contrainte, sur le tourment, sur l'exposition, sur la gêne, qu'on peut ressentir quand on est attaché, quand on est exposé comme ça, sans pouvoir rien faire à la merci de son attacheur. D'accord. Ouais. Avec un plaisir à la fois sadique pour celui qui attache et masochiste pour celui qui est attaché. C'est ça. Alors, c'est pas forcément masochiste dans le sens recherche de la douleur, parce que le shibari, c'est pas fait pour faire mal à la base. C'est vraiment de la contrainte, donc ça va être dur à supporter, ça va être compliqué, mais ça fait pas mal en soi. Donc c'est plus ce côté, être à la merci de l'autre, être dans la contrainte, être fixé dans des positions desquelles on peut pas bouger du tout, et il va se passer des choses, du coup derrière éventuellement. Mais c'est pas forcément une recherche de plaisir dans la douleur. D'accord. C'est différent. Il y a vraiment un gros côté cérébral dans le shibari en fait. Vraiment ce côté de je suis à la merci de mon attacheur, qu'est-ce qu'il va faire, jusqu'où il va aller, etc. quoi. D'accord. Ouais. Ça carbure là-haut, quoi. Ouais, carrément. Ouais, c'est le but. Donc on va revenir quand même sur ce dont je parlais, parce qu'on a fait une digression très intéressante, mais une digression quand même. Donc je voudrais quand même que tu me parles des notions de sécurité. Oui. Alors effectivement, le shibari, c'est dangereux. Faut pas se voiler la face, c'est une pratique qui peut être extrême, mais qui comporte certains risques, et notamment le risque principal, c'est le risque de pincement de nerfs. Notamment le nerf radial, qui est un nerf qui se trouve au niveau du bras, et qui permet de faire ce mouvement-là avec la main et ce mouvement-là, de gérer toute l'appréhension de la main en fait. Si on pose une corde sur le nerf radial quand il est en surface de peau, on va l'écraser, on va le pincer, et du coup on va se retrouver soit avec des difficultés à bouger la main, soit la main qui bouge plus du tout, et ça peut durer de quelques heures à plusieurs semaines quand c'est un gros accident. Donc c'est un accident qui arrive principalement sur des suspensions, mais qu'on peut réaliser au sol si on place mal ses cordes, si la personne est sur le côté pendant un long moment, ou sur les poignets. Donc il y a vraiment des choses à connaître. Ça c'est vraiment le problème principal, et il faut vraiment que les gens soient conscients de ça. Et surtout que s'ils veulent se faire attacher, que l'attacheur leur parle de ce problème. C'est de l'anatomie, on a beau avoir toute l'expérience qu'on veut, on n'est jamais à l'abri de pincer un nerf en fait. On pince le nerf radial. Donc c'est vraiment ennuyeux de se retrouver avec la main immobilisée pendant un mois. Et malheureusement, c'est un accident qui arrive très régulièrement. C'est assez fréquent, c'est assez facile entre guillemets de pincer un nerf. Donc il faut vraiment se former, il faut vraiment faire attention et prendre des cours surtout, pas se lancer comme ça sur des tutos, quoi. Donc il y a les pincements de nerfs, il y a la compression sanguine à laquelle il faut faire quand même un petit peu attention, pas pincer les artères. Et puis tout ce qui est mécanique du corps, hein. Faire attention aux articulations, tout ce qui est cambrure, torsion, pas aller trop loin, pas aller trop fort, et savoir un petit peu comment un corps se meut et comment on peut le bouger. Et le contraindre sans aller trop loin, quoi. S'adapter aussi à l'âge, j'imagine, de la personne quand même. Hein. L'âge, c'est pas foncièrement un sujet en vérité. On peut faire du shibari, quelle que soit sa condition physique en fait, et quel que soit son âge. D'accord. Alors pas moi directement, mais j'ai assisté à des séances de ma partenaire Stéphanie, qui attachait un de ses partenaires avec qui elle joue toujours, qui a plus de 70 ans. Suspension. Hein. Ouais. Après, ça dépend de la condition physique de la personne. Si vraiment on a des gros soucis,
Effectivement, on ne va pas faire de suspension, mais on peut toujours faire des petites choses au sol ou gérer la contrainte. En fait, c'est l'attacheur qui va s'adapter à la condition physique de la personne qui est attachée. D'accord. Donc il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas besoin d'être souple, il n'y a pas besoin de faire du shibari. Mais ce que je veux dire par là, qu'il y a intérêt à être un minimum au courant de la situation, de l'état. Bien sûr. Ça fait partie des choses desquelles on discute avant de commencer une session. Ouais. Est-ce qu'il y a des anciennes fractures, est-ce qu'il y a des problèmes de dos, des problèmes de genoux, des problèmes de ceci, de cela. On fait vraiment le point au niveau physique avec la personne qu'on attache avant de l'attacher, oui, bien sûr. D'accord. Très Voilà. clair. Ouais. Il y a aussi des aspects de sécurité, on en parlait en préparant, en discutant juste avant de commencer l'interview, qui sont liés à la nature des cordes qu'on utilise. Oui, alors il y a un autre point que j'ai oublié d'aborder, que je vais aborder maintenant, c'est la sécurité psychologique. Parce que c'est extrêmement... pas éprouvant, mais c'est impactant de se faire attacher, impactant psychologiquement. En fait, on va se sentir très vulnérable. Une fois qu'on a les mains, les pieds attachés, qu'on ne peut plus bouger, on ne peut plus sauver, on ne peut plus se cacher, on ne peut plus rien faire. Donc on va se sentir extrêmement vulnérable. Et la vulnérabilité, ça peut créer des traumas très vite en fait. Il n'y a plus de filtre, on va tout prendre au premier degré, donc la moindre parole déplacée, le moindre geste déplacé, où on sent qu'il n'y a plus de bienveillance, on va vraiment très mal le vivre, et ça va créer vraiment ça peut créer des problèmes de trauma importants par la suite. Donc il faut vraiment faire très attention. Attacher quelqu'un, c'est pas juste pour jouer, c'est pas que pour la déconne, c'est quand même un vrai... Enfin, faut vraiment prendre une responsabilité importante, et vraiment être conscient de ce qu'on fait. En fait, et de le faire bien et de le faire dans la bienveillance. Ce qui sous-entend qu'on charrie pas ou qu'on n'ironise pas à côté de quelqu'un qu'on vient d'attacher. Exactement, on évite, vraiment. Sauf si c'est une dynamique particulière qu'on a mise en place. Mais sinon, il faut vraiment éviter parce qu'on peut vraiment créer très vite des traumas. Quoi. Ouais. Respecter le consentement aussi, bien sûr. J'imagine qu'on en parlera plus tard, mais pareil. Alors, le consentement, on peut en parler tout le temps, c'est toujours d'actualité, j'ai envie de dire. Hein. Donc le consentement, il faut vraiment respecter. C'est obligatoire tout le temps, mais... encore plus en shibari quand on se sent vraiment vulnérable et surtout qu'on peut rien faire. On peut pas dire ok, ben c'est bon, je me casse. Non, on est attaché, on peut rien faire. Donc on est vraiment à la merci de la personne qui nous attache. Et dès qu'il y a un stop, il faut arrêter vraiment immédiatement et arrêter toute activité, demander à la personne ce qui va pas, qu'est-ce qui se passe, tu veux continuer, tu vas arrêter, ou t'as mal, des choses comme ça quoi. Je vais rebondir sur ce que tu dis parce que ça va. Je voudrais insister là-dessus. C'est-à-dire qu'effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne se repaît pas, on ne s'amuse pas aux dépens d'une personne qu'on vient d'attacher. Notamment parce que si on fait ça, on est susceptible de se retrouver avec une personne qui, très vulnérable, n'osera plus dire parce qu'elle a peur. Quoi. N'osera plus le dire qu'elle veut arrêter. Enfin, ça va loin. Hein. La notion de consentement, c'est pas juste t'es d'accord, t'es pas d'accord. Non. Il y a une notion de confiance aussi très importante en shibari. Il faut vraiment avoir confiance en l'autre. Et on peut perdre très vite cette confiance si on fait n'importe quoi, si on n'écoute pas la personne attachée, si on communique pas bien avec elle, et si on dépasse ce qu'on a posé comme cadre de pratique avant, quoi. Donc ça, c'est fondamental. Et faut vraiment faire très attention à ça, parce qu'on se rend pas compte de la vulnérabilité dans laquelle on se trouve une fois qu'on est attaché, sauf si on l'a déjà vécu, quoi. Ce qui, quelque part, pourrait inciter les gens qui ont envie d'attacher à se faire attacher d'abord pour savoir ce qu'on va ressentir ou pour savoir ce que la personne qu'on va attacher ensuite va ressentir. D'une manière générale, moi je fais partie des personnes qui testent tout avant de proposer ce qu'elles font aux autres. Donc se faire attacher, je pense que c'est fondamental pour ressentir cette vulnérabilité notamment, et ensuite pour ressentir les tensions des cordes et voir un petit peu ce que ça donne, d'être contraint, quoi, finalement. C'est pas anodin, quoi. Okay. Et ensuite, je t'avais posé une question, mais tu voulais d'abord aborder ce sujet-là, c'est sur les cordes, sur la nature des cordes qu'on utilise. Ouais, il ne faut pas utiliser n'importe quelle corde. Il y a vraiment des cordes spécifiques pour le shibari, des cordes qui ont été créées et fabriquées pour attacher des personnes, en fait. Donc elles ont un tressage, un tournage particulier. Elles sont très souples, elles deviennent plates quand on met de la tension dessus. Et du coup, il faut vraiment utiliser des cordes faites pour le shibari. C'est des cordes en matière naturelle, soit du chanvre, soit du jute. Faut éviter tout ce qui est corde en coton, c'est trop élastique, on n'arrive pas à garder des bonnes tensions sur les harnais. Et en plus, les nœuds se resserrent beaucoup, donc c'est pas terrible pour détacher. Les cordes en matière synthétique, ça va brûler la peau très vite, et les nœuds ne tiennent pas sur des cordes en matière synthétique. Les nœuds de shibari, c'est pas fait pour des matières synthétiques en fait.
Et voilà, c'est principalement ça. Après, il y a d'autres types de cordes un peu plus exotiques, du lin, où j'ai entendu des choses comme ça. Je suis moins connaisseur, mais en tous les cas, ouais, pour des suspensions, pour vraiment du shibari, de la tension dans les cordes, du jutsu du chant, c'est vraiment indispensable. Alors on sent bien que, au travers de ce que tu viens de nous dire, que tu connais bien, hein, clairement, ton affaire. Ce qui m'invite... Ça commence, ouais. Ça fait combien de temps? Ça fait 10 ans. Voilà. Un peu plus de 10 ans, ouais. Ce qui m'invite justement à te faire parler un petit peu de ton parcours Ouais. dans le shibari, pour qu'on voit un petit peu ce que ça peut donner une idée de comment tu en es arrivé là. Et puis sous-entendu, ça renforce l'idée que on fait pas n'importe quoi. Ouais. En fait, moi j'ai commencé... à la base, je voulais pas attacher. Voilà, tout simplement. Je commençais la photo et je voulais vraiment faire des photos de personnes qui faisaient du shibari. Donc moi, ça m'a vraiment touché, les suspensions, les formes de corps, les cordes, cette contrainte, les expressions des modèles, des personnes attachées. Et donc j'ai essayé de contacter des personnes qui pratiquaient pour les prendre en photo. Et n'ayant reçu aucune réponse, je me suis dit, ok, je vais apprendre et puis je ferai des photos de mes propres bondages en fait. Et c'est au cours de mon apprentissage que j'ai vraiment compris ce que c'était qu'attacher quelqu'un. C'était l'emmener en voyage, c'était lui faire ressentir des sensations, des émotions, qu'il y avait vraiment une création de lien à l'autre, un échange d'énergie très important, et c'est vraiment ça qui m'a passionné par la suite, à continuer à en faire une activité principale. Alors j'ai envie de te poser une question qui me taraude quelque part depuis tout à l'heure quand on commence à en discuter, c'est que tu commences à te former, mais tu te fais former par qui? Parce que c'était il y a une dizaine d'années. C'était une dizaine d'années, ouais. C'était quand même pas hyper répandu, quoi. Non, c'était très très peu développé, et heureusement il y avait des cours sur Paris. Des cours sur Paris avec notamment un attacheur italien qui s'appelle Riccardo Wild Ties, qui est devenu l'élève officiel d'un maître japonais, d'Akira Naka. Et j'ai eu la chance d'apprendre avec lui, donc d'avoir une descendance directe en fait en termes de connaissances. Le maître japonais, mon prof et ses élèves. Et pendant un an, il est venu sur Paris régulièrement, donc j'ai fait des cours très régulièrement, tous les mois. Des week-ends complets avec lui, des cours privés, et ensuite je suis parti à l'étranger, en Italie, pour continuer à me former pendant plus de 3 ans. Ouais. D'accord. Voilà. Ok. Ouais. Donc il y a la formation qui est très importante, et puis après il y a la pratique aussi. D'accord. Parce que le shibari, sans pratique, voilà, on ne progresse pas, on n'évolue pas, et il faut vraiment pratiquer très très régulièrement. C'est comme un instrument de musique, en fait, les cordes. Si on ne fait pas ses gammes, si on n'acquiert pas une certaine fluidité, on n'arrive à pas grand-chose. Ouais. Voilà. J'ai eu une réflexion d'une personne que j'ai interviewée hier dans le cadre de l'interview de l'association Les Munchiens d'Orléans. Ouais. Il y avait une jeune fille, une jeune femme, qui me disait qu'elle avait aimé ça, mais qu'elle avait perdu parce qu'elle pratiquait plus. Et moi, ça m'a fait réagir parce que je me disais, c'est pas comme la nage. Quand on sait nager, ça y est, on perd pas, quoi. Non, c'est pas comme le vélo, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une mémoire musculaire, en fait, à mettre en place, à acquérir. Et cette mémoire musculaire, il faut la travailler le plus régulièrement possible. Sinon, on perd. On perd, il y a une fluidité aussi dans les doigts. Même moi, quand j'attache pas pendant un mois, par exemple, je fais un break d'un mois tous les étés, le retour, c'est un peu grippé, c'est un peu compliqué, on a moins le toucher, en fait. Et du coup, et après, en plus, si vraiment on pratique pas énormément, on n'a pas eu une grosse pratique avant, on va oublier les passages des harnais, on va plus se rappeler dans quel sens on va, quelle contre-tension on fait, etc. quoi. D'accord. Tu parles du type de nœud qu'on va faire ou du type de shibari qu'on va faire, parce qu'il y a tout un tas de... Ouais. Moi, j'en connais qu'un, en fait. Ouais. Non, c'est... alors, je sais même plus, je crois que c'est le shibari en écaille de tortue, c'est pas ça? Ouais, le ishi. Alors oui, il y a l'écaille de tortue et le diamant, ouais. D'accord. Ouais. C'est le seul nom que je connais. D'accord. Il y a pas mal de harnais. Après, il n'y en a pas des milliers non plus. Ouais. Ce qui est intéressant chez Shibari, c'est que la technique n'est pas si complexe. La technique pure. Par contre, ce qui est compliqué, c'est déjà les tensions. Comment on serre, à quel moment il faut serrer très fort, moins fort, et comment avoir une tension vraiment optimale sur tout le corps. En fait, c'est ça qui est le plus compliqué à acquérir. Oui, parce que sur les shibari qu'on voit, il y a tout un tas de circonvolutions. La corde, elle fait... une corde de shibari, ça peut faire... C'est une bonne question, ça. Ça peut faire entre quelle taille et quelle taille? Ça fait qu'une seule taille, ça fait 8 mètres.
D'accord, c'est forcément 8 mètres. De base, c'est 8 mètres. Elle est doublée, donc elle fait plus que 4 mètres. Okay. Mais ouais, c'est une norme, en fait, de 8 mètres. Au Japon, c'est 7 mètres, parce que là-bas, c'est une unité de mesure, en fait. Donc on demandait une unité de mesure de corde, c'était 7 mètres. On s'est rendu compte en Europe, aux États-Unis, que 7 mètres c'était un peu court pour les gabarits européens et américains. Donc on est passé à 8. Après, on peut faire varier plus ou moins sa taille de corde en fonction de son partenaire. Quand on attache des mecs, on va utiliser plutôt des 9 mètres. Et quand on attache des modèles qui sont vraiment plus menus, ça sera plus des 7 mètres en fait. Mais d'une manière générale, la corde fait 8 mètres. D'accord, parce que le fameux que je connais, écaille de tortue, donc on le passe derrière le cou, on va le passer entre les jambes, on va le remonter derrière, et puis ensuite on le fait filer. Mais ça suffit pas à 8 mètres, surtout quand elle est doublée en plus. Ouais. Donc on en prend plusieurs. On en prend plusieurs, ouais. D'accord. On en prend plusieurs, on les attache les unes aux autres. Ok. Ouais. Bon. Faut que je prenne des cours. C'est pas mal. Ok. Il y a une personne qui va prendre une place importante à tes côtés, c'est Stéphanie Do, qui a un pseudonyme aussi de mémoire. Voilà, Stéphanie Do. D'accord. C'est son pseudo. D'accord. Il me semblait avoir entendu un autre pseudonyme, Calamity. Ouais, alors ça c'est un pseudo qui date. Donc avec Stéphanie, on s'est rencontrés dans les cordes. À la base, elle est venue me contacter pour se faire attacher. Elle avait commencé un petit peu de shibari, ça s'était pas super bien passé. Elle avait été blessée, le nerf radial notamment. Et du coup, elle voulait voir ce que ça donnait avec quelqu'un d'un peu plus expérimenté, pour être un peu plus en confiance. Et toi, tu avais déjà commencé ta formation à ce moment-là? Ouais, ça faisait déjà 2 ans et demi, presque 3 ans que j'attachais. Et très vite, on s'est bien entendu, on s'est revus régulièrement. Et Stéphanie s'est rendue compte que, au travers de ma pratique et de ma manière d'attacher, elle avait très envie aussi, elle, d'apprendre à attacher. D'accord. Donc on a fini par se mettre en couple tous les deux. Elle s'est formée aussi, un petit peu avec moi, et puis beaucoup avec mon prof, et puis auprès d'autres professeurs aussi. Et on a développé toute la pédago de l'école des cordes. Enfin, surtout elle, parce que c'était un de ses métiers avant. Donc elle m'a beaucoup aidé sur la pédagogie, la manière d'expliquer, la manière de transmettre en fait. D'accord. Toutes les notions techniques et les autres notions qu'il faut connaître en shibari. Ouais. Et on a écrit 2 livres ensemble, un 3e qui est en cours d'édition. Et on a passé 6 ans de très très bons moments à attacher tous les deux, à faire beaucoup de shooting en extérieur, etc. D'accord. Ouais. Oui, parce qu'effectivement, ce que tu dis, on peut être très bon dans sa pratique, et puis quand on passe professeur, c'est un peu autre chose aussi, il faut acquérir d'autres compétences. Clairement, on peut être très très bon dans sa pratique et être nul en tant que prof. Ouais. C'est pas... Voilà. Ça s'apprend aussi. Ça s'apprend. La pédagogie, ça s'apprend, ça se développe, ça se travaille, ouais. D'accord. Ouais. Mettre les gens que tu reçois en confiance. Mettre les gens que je reçois en confiance, puis même savoir s'exprimer, savoir exprimer les concepts, arriver à corriger les personnes, corriger de manière différente, parce qu'on va pas... on est tous un peu différents dans l'apprentissage. Il y a des gens qui sont très sur l'oral, d'autres qui sont très sur le visuel. Il faut savoir montrer main gauche, main droite. Voilà, typiquement, c'est des trucs un peu bêtes, mais c'est important de pouvoir attacher des 2 mains. Même si on devient très vite ambidestre en shibari au final, mais c'est un point positif, par exemple, montrer à dégaucher, d'attacher main gauche. C'est quand même un peu plus simple pour eux de comprendre les nœuds et les passages, quoi. Ouais. Et donc, j'en parle parce que tu as monté l'école des cordes, parce qu'on n'a pas trop parlé de l'école, parce que tu es quand même professeur dans l'école des cordes que tu as fondée. Il y en a 2 d'ailleurs aujourd'hui, les écoles des cordes. Il y en a une dans le sud qui est dirigée par Stéphanie, justement. Et à quel moment tu la fondes? Tu te formes, mais est-ce qu'au début tu as envie de créer une école? Est-ce que dès le début tu avais cette envie-là? Ouais, alors je ne l'ai pas créée en fait, très récemment, je l'ai reprise. D'accord. J'ai commencé mes cours à l'école des cordes, qui à la base était chez Cri Chuchotement, le club BDSM de Paris. Que je viens interviewer demain. Voilà, et du coup, moi j'ai commencé le shibari dans ce club. Et c'est aussi grâce à ce lieu et à ce club que j'ai commencé le BDSM. Je me suis rendu compte que, il y avait des connexions. Il y avait des connexions. Et donc c'est plus tard, quand la personne qui s'en occupait a décidé d'arrêter, que j'ai repris l'école. Et donc, ça fait combien de temps que tu l'as reprise, en tout cas, l'école? Elle a été fondée en 2009, je crois.
D'accord. 2009, donc elle existait depuis un petit moment, 5-6 ans, quand j'ai commencé. Bon, je suis nul en date, il y a l'historique sur le site de l'école, mais je l'ai reprise après, ouais, là, ça doit faire une quinzaine d'années qu'elle existe. Ouais. D'accord. Donc effectivement, pour ceux qui veulent en apprendre plus, il y a un site, l'école des cordes, et je mettrai le lien sur l'article associé à la vidéo. Clairement pour que les gens puissent aller voir, et puis qu'ils puissent te contacter, ceux que ça intéresse, c'est un petit peu le but aussi. Ouais, clairement. Je les invite chaleureusement à se renseigner. Ouais. Non, mais c'est vraiment, enfin je réinsiste, mais c'est vraiment très important de prendre des cours, notamment, comme je disais, pour la tension des cordes. Ouais. Voilà, on ne peut pas le définir en vidéo, on ne peut pas le voir en vidéo, on ne peut pas l'expliquer sur du texte. Si on n'est pas là pour sentir, et si je ne peux pas dire à quelqu'un c'est trop serré, c'est pas assez serré, ça ne marche pas. Et voilà, c'est vraiment important au moins pour les bases de prendre des cours. Ouais. Après aussi, mais au moins, please, pour les bases. Okay. Bon, pour être sûr de ne pas faire n'importe quoi. Voilà, après, si on veut avoir les bonnes notions de sécurité, un minimum de connaissances sur les placements, et derrière, pas faire n'importe quoi. Ouais. D'accord. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est que tu me parles plus précisément du shibari, et notamment qu'on aborde ce sujet-là au travers d'exemples, les différents types de shibari, les différents types de façons d'attacher les personnes. Ouais. Là, ça se voit pas à l'écran, mais on est sur un tatami où il y a un certain nombre de structures qui permettent notamment de faire des suspensions, ou demi-suspensions. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ces différentes choses et surtout de ce qu'elles peuvent apporter? Parce que pourquoi on fait du shibari? Eh oui, c'est la grande question. Pourquoi souffrir et se faire contraindre dans les cordes comme ça? Au niveau du shibari, en fait, il existe 5-6 grandes écoles au Japon. Donc, chaque école a un maître particulier, et chaque école a une philosophie et un style technique particulier. Et chaque maître, c'est issu d'une lignée au Japon, ça marche toujours comme ça. Il y a un maître qui développe ses techniques et qui va les donner à un élève principal, qui va reprendre le flambeau, etc. etc. Donc c'est vraiment... Il n'y a pas énormément de maîtres, en fait. Et notamment, il n'y en a aucun en Europe et aux États-Unis. Il faut arrêter de dire, je suis maître shibari, ça fait 15 ans que j'attache. Au Japon, il faut au moins 30 ans d'ancienneté. Et 30 ans, c'est-à-dire attacher tous les jours. C'est pas j'attache une fois par semaine, tranquille, chez moi. Ouais. Donc, voilà. Le côté quand on dit, ouais, je suis maître shibari, mais moi, enfin, je suis pas maître shibari du tout. Je commence à avoir un niveau décent. Après 10 ans de pratique et d'attacher tous les jours. D'accord. Donc, faut pas galvauder ce titre maître. Non, il n'y a pas de maître. Par exemple, dans les relations DS, dès qu'on s'appelle maître, ou dès qu'on se fait appeler maître, ça peut un petit peu enfler. Ouais. Mais maître shibari, enfin quelqu'un qui se dit maître shibari, non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, il y en a vraiment... personne n'est maître shibari en Europe. Pour l'instant, à part éventuellement... Ricardo qui peut devenir maître, enfin le descendant, le futur élève principal d'Akira Naka. Voilà. Mais sinon, non, personne ne peut prétendre à ce titre. Donc des grandes écoles qui ont chacun leur style technique particulier. Il y a des styles qui sont plus orientés sur la corde, faire beaucoup de nœuds, beaucoup de passages et vraiment des choses très, très intriquées. D'autres styles qui sont beaucoup plus minimalistes, où on va être plus sur les émotions, plus sur la contrainte. Il y a des styles qui sont plus orientés pour faire de la performance, donc attacher en club ou n'importe, où on va attacher debout directement et faire beaucoup de transitions. Donc voilà, il y a plein de styles différents. Pourquoi en club? Parce que c'est esthétiquement plus... Ouais, il y a eu en fait, dans les années 70, il y a eu cette envie de montrer un petit peu ce qu'était le shibari, quoi. On voyait des photos, éventuellement des premières vidéos, mais il y avait très peu de démonstrations. Donc ça c'est une attraction, une animation comme une autre, et du coup on a créé un style de shibari un petit peu plus dynamique, qui passait bien en club, principalement. Qui se regardait bien à faire. Qui se regardait bien, qui était très, très, très dynamique, et ça fait des étoiles dans les yeux un petit peu quand on voit ça. Ouais. Déjà qu'on voit une suspension, c'est pas mal, mais alors qu'on change un petit peu les positions très rapidement, comme fait Hajime Kinoko par exemple, c'est quand même encore plus impressionnant, quoi. D'accord. Et du coup c'est important quand on commence de choisir. Alors après, ça a beaucoup évolué. Il y a beaucoup de personnes en Europe et aux États-Unis qui ont fait évoluer le shibari, qui ont créé leur propre technique à eux.
qui ont modulé un petit peu ce qui se faisait au Japon pour que ça soit plus simple pour les personnes en Europe, aux États-Unis, de se faire attacher, que ça soit moins dur. Voilà, c'est un peu ce que j'appelle le néo-shibari, donc c'est une nouvelle école, quoi. Et après, pourquoi on se fait attacher, c'est principalement pour le lâcher-prise. Alors il y a le côté esthétique, bien sûr, on trouve ça beau, donc c'est intéressant, mais c'est surtout pour le lâcher-prise, ouais. Le lâcher-prise qui vient finalement en fait de la contrainte et de la sécrétion d'endorphine qui se passe quand on est attaché, quand on est contraint pendant une certaine période. D'accord. Ouais. Question de plaisir. Question de plaisir, ouais, alors il y a la sécrétion d'endorphine, il y a la relation à l'autre, la confiance qu'on met dans son attacheur, un petit peu le type de jeu qu'on peut mettre en place, l'échange de pouvoir, le côté érotique, sensuel aussi de la pratique, qui pour moi est quand même essentiel et important, même s'il y a d'autres personnes qui le pratiquent différemment. D'accord. Voilà, il y a toutes ces choses-là, quoi. Quand tu dis ça, c'est que ce que je perçois, parce qu'encore une fois, on en a parlé un petit peu avant de commencer à filmer, c'est qu'il y a des gens qui aiment attacher pour attacher, mais pour qui c'est la finalité. C'est ça. Et il y en a d'autres qui vont aimer attacher parce qu'une fois que la personne est attachée, on peut en faire quelque chose. Voilà. Et elle appréciera qu'on fasse d'elle quelque chose d'une fois qu'elle est attachée. Ouais. Alors, ouais. Ou même qui peut s'imaginer qu'on va faire quelque chose une fois qu'elle est attachée et rien faire du tout. Pour moi, le shibari, c'est avant tout dans la tête, c'est avant tout cérébral, c'est faire imaginer, faire fantasmer la personne en fait qui est attachée. C'est de se dire, ok, jusqu'où il va aller, pourquoi il fait ça. En fait, c'est vraiment mettre de l'intention dans ses cordes. On peut attacher que pour le côté artistique, donc faire une suspension rapide pour une photo détachée. On peut attacher en mode un petit peu plus jeu, un petit peu plus bagarre, capture, des choses comme ça. On peut attacher de plein de manières différentes, mais le fond du shibari, et pourquoi ça a été créé finalement, la philosophie dans laquelle le shibari a été créé, c'est quand même pour gêner et tourmenter la personne et qu'elle prenne du plaisir à être tourmentée. Donc on va beaucoup parler. On va beaucoup parler à l'oreille, raconter des petites choses, essayer de gêner la personne. On va la déshabiller dans les cordes. On va créer plein de jeux de sensations avec de la cire, avec des glaçons, avec des pinceaux par exemple ou autre. Et on va faire en sorte que y a un réel plaisir à se faire attacher et qu'il y ait une vraie charge érotique qui se mette en place. Après qu'il y ait de la génitalité ou pas, c'est un autre débat. Mais en tous les cas, pour moi, ce qui est vraiment important, c'est que la personne prenne du plaisir et ressente cette excitation d'être attaché et de se faire attacher. Par rapport à ce que tu expliques, j'imagine que ça fait maintenant un certain temps que tu fais ça, et notamment au sein de l'école des cordes. Ouais. J'imagine que les gens savent que c'est ça que toi tu apprécies. Pour autant, est-ce qu'ils viennent forcément tous pour ça? Est-ce qu'il y en a qui viennent pour apprendre la technique, ou est-ce qu'il y en a qui viennent justement ressentir ce que ça peut faire parce que d'être attaché? Ouais, il y a un petit peu les deux. Donc au niveau des élèves, il y a beaucoup de gens qui viennent sans me connaître. Voilà, pour les initiations, ils débutent le shibari, ils ont juste vu sur Google un cours de shibari, et ils débarquent ici. Donc je leur explique c'est très soft, les initiations, très gentiment, ou en tous les cas de manière très tranquille, ce que c'est que le shibari, ce que ça peut être aussi, et ma philosophie. Après, quand on avance en niveau, pour des cours quand on avance en niveau, les gens viennent pour mon style. En fait, chaque attacheur va développer son propre style de corde. Ça se fait au fil du temps, au fil des années, et typiquement, moi, je peux reconnaître sur une photo qui est attaché. En fonction de la tension des cordes, de la couleur des cordes, de la position, des types de photos, etc. Je peux reconnaître exactement qui a fait tel tombage. D'accord. Sans avoir à toucher en plus, parce que tu me dis attention des cordes. Au bout d'un moment, on voit si une corde est tendue ou pas, juste en la regardant en fait. Alors c'est ce que je vois aussi, c'est quelque chose, j'en profite, je fais une petite digression, mais sur certaines photos qu'on voit, effectivement très esthétiques, j'ai chez moi un livre de Midori, de mémoire, et alors je dis pas que c'est sur ces photos à elle, mais de temps en temps on voit, il y en a plein des photos de shibari, parce qu'effectivement c'est très joli, c'est très esthétique, mais parfois on voit les cordes, elles sont bien alignées, hein, on en voit 2-3 rangées, et puis on se dit, mais ça a pas l'air tendu du tout, quoi. Des fois, quand on voit sur une cuisse que ça fait des ondulations, on se dit, mais c'est pas tendu, quoi.
Ouais, c'est tout voilà, tous les différents styles de cordes. Sur du sol ou sur des choses posées, effectivement, parfois les cordes sont pas du tout tendues. Mais en fait, quand une corde n'est pas tendue, quand il n'y a pas de tension dans les cordes, on ne se sent pas attaché. Donc il n'y a aucune sensation pour la personne attachée. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a l'impression que certaines de ces photos sont faites juste pour faire la photo, enfin que certains de ces montages sont faits juste pour faire la photo en fait. Ouais. D'accord. Complètement, ouais. Ce qui doit un petit peu interpeller quelqu'un comme toi qui Moi, ça m'interpelle. Enfin, moi, j'ai jamais fait En fait, moi, je fais des photos, mais je fais des photos de mes sessions. Donc, c'est plus du documentaire, finalement, que des choses posées. J'ai jamais demandé à ma modèle de la cambrer, ou pointer le pied, ou faire tel ou tel type d'expression, tourner la tête. Moi, je prends sur le vif. Et en fait, du coup, c'est vraiment réel, quoi. Et juste poser des cordes comme ça pour faire une photo, pour moi, ça n'a pas de sens, quoi. Ça n'a pas de sens. Il faut que ce soit serré, il faut qu'il y ait de la tension. Mais ce qui est encore plus marrant, pour la petite anecdote, sur mes photos, on voit souvent les filles les filles ou les garçons, d'ailleurs, j'attache aussi des mecs, mais très relâchés, très détendus. On a l'impression que c'est facile, en fait. Donc il y a beaucoup de personnes, il y a pas mal de modèles qui viennent me voir en mode ouais, moi aussi j'ai envie de faire des suspensions, ça fait des super photos et tout, et qui se rendent absolument pas compte de la tension dans les cordes et de la difficulté en fait à être en suspension. Ouais. Et c'est sûr que sur les photos ça paraît très cool, très détendu, très relax, alors qu'en fait il y a beaucoup de tension et que c'est très très contraignant, quoi. Ouais. Et c'est parce qu'il y a cette énorme contrainte qu'on arrive à un énorme lâcher prise et que du coup on peut encaisser des suspensions. D'accord. Ouais. Ce qui fait que, comme tu le disais, effectivement, la corpulence importe relativement peu, mais il faut quand même avoir une bonne condition physique. Hein, pour certains shibari. Ouais, voilà. En fait, la condition physique, la souplesse, etc., c'est bien pour les photos. Ouais. Ça va faire une belle photo, c'est sûr d'avoir une petite modèle très souple, c'est mieux qu'un mec un peu costaud, mais en soi, ça n'a aucune incidence en fait. D'accord. On peut attacher n'importe quel type de physique, des personnes souples ou pas souples, n'importe quel âge, c'est pas ça qui compte. Ouais. On va s'adapter en fait à la morphologie de la personne. D'accord. Et limite, c'est un peu plus intéressant de contraindre quelqu'un qui n'est pas souple, plutôt qu'une nana qui peut mettre ses pieds derrière les oreilles, comme ça, sans rien faire, quoi. Donc c'est un peu plus... Donc ouais, non, le physique, la souplesse, etc., ça n'a pas d'incidence. Ouais. Pour que les gens qui vont regarder la vidéo et qui pourraient être intéressés par tes services, par l'école des cordes, sachent un peu mieux, de façon pratico-pratique, une initiation, ça dure combien de temps ? Alors on fait, je fais des initiations, soit des petites soirées, où ça va durer 2 heures, où on va vraiment principalement discuter de la sécurité, du consentement, et voir très rapidement les nœuds de base, il y en a 2. Après, je fais des initiations qui durent toute une journée, du coup 6 heures de cours, qui vont permettre vraiment de rentrer dans le vif du sujet, vraiment de pratiquer, et de rentrer à la maison avec des bases solides pour commencer à attacher. D'accord. Et après, je donne des cours un peu plus avancés, pour du jeu au sol, pour des harnais plus spécifiques, et ensuite des cours de semi-suspension et suspension. D'accord. Ce qui fait que on vient pas pour 1 heure, quoi. Non, on vient pas pour 1 heure. Il faut un minimum de temps pour comprendre déjà pour avoir toute la partie théorique, et après pour commencer à pratiquer. Ouais. En 1 heure, on n'apprend pas grand-chose. La partie théorique, tu le disais, tu as écrit, avec Stéphanie, vous avez écrit 2 livres. Ouais. Ça traite justement de ça, cette partie un peu théorique ? Bien sûr, ouais. On parle de la sécurité, on parle de l'histoire, sécurité, on revient sur toutes les notions de consentement, comment poser un cadre, et après il y a toute la partie technique des différents nœuds sur le livre, quoi. Mais la partie théorique est bien présente, ouais, bien sûr. C'est bien développé, bien expliqué, ouais. La partie que je voulais aborder avec toi maintenant, c'est que le shibari, c'est une des pratiques et ça s'intègre souvent dans un jeu BDSM plus large. Alors oui et non. Oui et non. Les cordes peuvent se suffire elles-mêmes, on peut faire juste une séance de shibari, juste des cordes. On peut l'intégrer dans une séance avec du BDSM. Le shibari, c'est un échange de pouvoir à la base, donc il y a quand même cette notion.
Après, chaque personne règle le curseur. C'est pour ça que tu me fais réagir, parce que tu me dis on peut l'intégrer dans enfin on peut rajouter du BDSM, mais pour moi le shibari c'est déjà du BDSM, enfin, c'est une des pratiques qui rentre dans la lune nébuleuse du BDSM. Bien sûr, c'est une des pratiques qui rentre dans la nébuleuse du BDSM, c'est le B de bondage, mais le shibari ça a quand même une dynamique très, très différente du BDSM classique. On n'est pas là pour faire mal, donc c'est pas du SM, et on donne pas d'ordre et on prend pas de plaisir à exécuter des ordres, donc c'est pas du DS. Donc, c'est un petit peu à part. Ça reste de la contrainte, une forme de souffrance. Ça reste un échange de pouvoir, donc une sorte de domination. Mais voilà, c'est un petit peu différent. Donc c'est un petit peu à part, c'est une dynamique propre. On est vraiment plus sur... on est dans de la cérébralité, on est dans de la sensation. Et ça peut très bien... Enfin, moi, j'ajoute souvent soit du SM dans la pratique, et un petit peu de DS aussi. Voilà, attacher une corde autour du cou et avoir une petite laisse, c'est déjà du shibari et c'est déjà de la domination. Donc ça peut très bien, on peut faire de l'impact. Une fois attaché, même en suspension. C'est la question que j'allais te poser, l'impact avec le shibari. On va avoir affaire à quelqu'un qui potentiellement va bouger du coup, forcément, parce que l'objectif c'est bien d'obtenir une réaction quand même. Hein. Et là, il y a d'autant plus intérêt à savoir ce qu'on fait parce que on peut se retrouver avec des cordes qui ont bougé. Ouais. Et on en parlait tout à l'heure, hein, le nerf radial, c'est pas une plaisanterie quoi. Non. Après, ça va vraiment dépendre de comment on attache la personne. Moi, typiquement, je peux faire des scènes d'impact avec des cordes et la personne peut quand même bouger. On va juste attacher les poignets, peut-être mettre une barre d'écartement en bambou au niveau des cuisses. Voilà, c'est tranquille, même si ça bouge, il n'y a pas de risque. Quand on commence à faire de l'impact en suspension, là, c'est un petit peu plus touchy. Après, il y a différentes techniques. On peut éviter d'avoir trop de tension au niveau du TK, du harnais de poitrine, pour éviter de trop charger à ce niveau-là et pour éviter de pincer le nerf radial. Donc on peut faire de l'impact sans TK, on peut faire de l'impact. Il y a plein de manières de faire. Pour limiter les risques, en tous les cas, au niveau du nerf radial. Par contre, être contraint et recevoir, et faire de l'impact, c'est pas anodin non plus. Il y a des personnes qui ne supportent pas, même si elles aiment l'impact. Le fait d'être attaché, vraiment pas pouvoir bouger du tout, c'est un petit peu de choses. Donc faut y aller progressivement et tester tranquillement les choses. Toujours pareil, un maximum de communication avant de commencer à... C'est ça, y aller très progressivement, on commence tout doucement et puis on augmente l'intensité petit à petit. Ouais. D'accord. Sur ce qui concerne le shibari, l'intérêt, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais rajouter ? Pour moi, le shibari, c'est avant tout une relation, une aventure humaine. C'est vraiment créer quelque chose à deux, finalement. C'est pas juste chacun dans son coin, il y en a un qui fait ses petits nœuds et l'autre qui est dans les cordes et qui attend des sensations. C'est vraiment de la communication non verbale, principalement. Et c'est mettre de l'intention, c'est faire passer de l'énergie, c'est créer des choses, faire ressentir des choses à l'autre sans avoir à parler. Il y avait ça aussi qui m'intéressait beaucoup dans cette pratique. À l'époque, j'avais du mal à m'exprimer, j'avais du mal à parler. Et le fait de ne pas avoir à parler, d'arriver à faire ressentir des choses à l'autre, ça me convenait très bien. Maintenant, j'ai appris à parler aussi, à chuchoter des petits mots doux à mes partenaires. D'ailleurs, c'est un nom en japonais, c'est le kotobatseme. Donc ils ont créé c'est la torture avec les mots, en fait, le tourment avec les mots. Donc c'est vraiment créer une belle relation de confiance, une belle complicité. Pour moi, le shibari, c'est pas des one-shots, c'est pas une fois de temps en temps. Ce qui est intéressant, c'est de travailler en fait à deux et de créer à deux et de vraiment faire plusieurs séances au fil du temps pour vraiment augmenter cette confiance, cette complicité et un petit peu pousser de plus en plus au niveau des pratiques, quoi. Ou pas, mais en tous les cas, créer vraiment une relation de confiance de plus en plus importante. Ouais. D'accord. Qu'est-ce que tu as perçu de ce que moi j'appelle la démocratisation du BDSM et donc du shibari quelque part, hein, ouais. C'est la nébuleuse, on le disait. Il y a des côtés positifs bien sûr, c'est le fait que ça soit un peu plus mieux accepté aussi pour les pratiquants, donc c'est déjà pas mal qu'on puisse en parler, que les personnes voient vraiment le côté esthétique et artistique de la pratique, qu'on ait envie de tester un petit peu ce côté lâcher prise, ce côté tester les cordes, voilà, sans que ça soit trop connoté BDSM, cave, donjon, etc. Après, ça pose aussi des petits problèmes sur le manque de culture, que les gens ne s'intéressent pas en fait
au shibari, les personnes vont pas forcément faire des recherches, voir un petit peu les différents styles, voir d'où ça vient, pourquoi ça a été créé, et c'est juste... moi j'ai des personnes qui viennent faire des initiations de shibari, c'était cours de cuisine japonaise ou shibari, ce samedi c'est shibari, ok. Donc ils se rendent pas compte... Attends, qu'est-ce que t'appelles cours de cuisine? Bah ouais, ils avaient le choix entre deux activités, c'est une activité comme une autre, quoi. Ah ouais, d'accord, ok. Poterie, cours de cuisine japonaise, shibari, on teste le shibari, on va voir. Mais en même temps, on peut comprendre que y a une curiosité, et puis que les gens iront pas forcément plus loin, quoi. Oui, bien sûr. Mais ce qu'elle a l'air de déplorer, c'est que chez ceux qui s'y intéressent un peu plus, il n'y a pas forcément la culture qui devrait aller avec. Voilà, c'est ça. C'est ça qui t'embête. Ouais, on reste un petit peu en surface, ça perd un petit peu de son sens et de son cœur, en fait. Il y a quand même une désexualisation de la pratique, il y a beaucoup d'associations qui sont créées partout en France, où il n'y a pas de nudité du tout, où les gens vont être principalement habillés. Donc il y a des personnes pour qui ça convient et c'est cool, mais c'est pas que ça le shibari en fait. C'est pas ça, il faut pas dire le shibari c'est jamais sexuel, le shibari c'est ceci, le shibari c'est cela. C'est un peu comme le BDSM, il y a autant de pratiques que de pratiquants. Chacun fait un petit peu comme il veut, mais en tous les cas, les racines du shibari et du kimbaku, c'est avant tout de l'érotisme, de la sensualité, de la contrainte. C'est pas faire 2-3 nœuds comme ça en les lignes. Voilà. Je veux dire, pour moi, c'est pas le cas, quoi. Donc, il y a ce problème-là. Il y a aussi beaucoup de mecs qui profitent de l'engouement du shibari pour mettre attacheurs sur les différents sites de rencontres. Parce que ça fait venir ça intéresse. Ouais. Et ils font de la merde. Et ils font des blessures. Ou ils créent des traumas parce qu'ils sont pas du tout formés. Pour le BDSM, c'est pareil. Hein. Le nombre de maîtres qui a fleuri ces dernières années. Voilà, quoi. Maître ceci, maître cela, grand masterdom, ok. Donc moi c'est ça qui me pose surtout problème, c'est le fait qu'il y ait des personnes qui se disent soit attacheurs, soit dominants, et qui n'ont pas du tout d'expérience, qui se forment pas, qui se cultivent pas, et qui en profitent juste pour choper des mecs ou des nanas et faire n'importe quoi derrière, quoi. Et c'est dommage, je trouve, d'entrer dans le BDSM ou d'entrer dans le shibari par un trauma. Et c'est souvent le cas en fait. Ouais. Et souvent on vient me voir derrière en disant en fait j'ai une première expérience, c'était pas terrible, ou j'ai vraiment vécu soit une agression, soit un trauma, et du coup je me tourne vers un professionnel parce que j'ai quand même envie. C'était le cas de Stéphanie, tu m'as dit. Ouais, elle c'était une blessure. Ouais. C'était une blessure, mais il y a plein d'autres personnes, c'est des très mauvaises expériences à ce niveau-là. Ouais. Donc c'est un peu dommage de commencer par une mauvaise expérience pour continuer dans la pratique, quoi. Ouais. Okay. On l'a dit, l'école des cordes, c'est en fait 2 écoles maintenant. Il y en a une dans le sud, donc on en a parlé tout à l'heure. Pareil, tu pourras me donner les coordonnées pour les mettre sur l'article associé. Ouais. J'aime bien poser une petite question d'ouverture en fin d'interview. Le shibari, c'est ta passion, mais est-ce que tu en as d'autres? Le shibari, le BDSM aussi, bien sûr. Quand même. Ouais. On l'a dit, tu es dominant pro. Ouais, dominant pro aussi. Donc, on peut le noter. Je pourrais pas en faire la publicité, mais on peut le noter parce que c'est rare. C'est assez rare pour un homme de faire de la domination professionnelle. Ouais, parce que j'ai beaucoup d'expérience. Avec Stéphanie, qui est aussi sexothérapeute, et avec qui je suis resté 6 ans, je ne me suis pas formé, mais bon, on a beaucoup discuté de la manière de gérer certains problèmes, certains traumas, de gérer un petit peu des personnes qui ont des soucis, en fait, qui viennent parce qu'elles ont vécu des mauvaises expériences. Okay. Et c'était quoi la question? On parlait de ton activité de dominant pro, et en particulier, j'avais envie de rebondir parce que c'est pas la première personne qui fait ça de façon professionnelle. Ouais. Et j'ai entendu plusieurs fois, parce que notamment j'avais fait un podcast sur le travail du sexe, j'ai entendu plusieurs personnes me dire ou me confirmer que ça devrait être remboursé par la Sécu. Oui. Voilà. Alors, quel est ton point de vue là-dessus? Je pense que ça devrait être remboursé par la Sécu, oui, clairement. Le niveau de détente, le niveau de bien-être qu'on ressent après une séance soit de shibari, soit de BDSM,
c'est incroyable en fait. Ça permet vraiment à des personnes qui sont beaucoup dans le contrôle, qui ont une énorme charge mentale, de juste déconnecter pendant 1h30, 2 heures, et de relâcher tout, de se laisser aller, de se laisser porter. Ça permet à des personnes d'accepter leur corps au travers des photos, de se voir sous l'œil de quelqu'un qui va les mettre en valeur en fait finalement. Moi quand j'attache, je vais trouver ça beau, quel que soit le physique de la personne, quand je vais la prendre en photo, pour moi je vois une chose belle. Et en fait quand les personnes voient les photos, elles se disent ah putain c'est moi, incroyable, je me suis jamais vu comme ça. Ouais, parce que souvent on dit c'est toujours le même truc, moi j'aime pas les photos, je suis moche en photo, etc. Mais en fait il n'y a pas de... Je ne m'aime pas. Voilà, il n'y a pas de personne moche en photo avec des mauvais photographes. Voilà, tout simplement. Donc si je fais quand même confiance à mon sens de l'esthétique, si moi je trouve quelque chose de beau et je le prends en photo, forcément la personne qui va se voir comme ça va se voir belle. Moi j'ai reçu des clientes, 40 ans, elle a vu 2 mecs dans sa vie, jamais eu de plaisir, c'est compliqué quoi. Ouais. Et elle est ressortie d'ici. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça allait beaucoup mieux, quoi. Ouais. Vraiment épanoui. Et ça change complètement la vie des gens. Quand on reprend confiance en soi, quand on se rend compte que non, on n'est pas différent, non, on n'est pas bizarre, non, on n'est pas malade, derrière on est beaucoup mieux. Et ça permet de déclencher des choses, de déclencher des rencontres et d'aller beaucoup mieux dans sa vie, en fait. C'est vraiment bon aussi de se laisser aller, d'être en confiance, de ne pas se poser de questions, d'apprendre à recevoir et pas à donner aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on me dit souvent, que mes clientes me disent souvent, mais ils me disent ouais, mais j'ai pas l'habitude, moi à chaque fois sans une contrepartie d'eux, je te fais jouir, tu me fais jouir, voilà, là ça marche pas comme ça. Elles sont vraiment la reine de la soirée, la princesse dont je vais m'occuper, elles n'ont rien à faire d'autre que de se laisser aller recevoir et prendre du plaisir. Ouais. Et ça, c'est même difficile parfois pour certaines à accepter et à comprendre, quoi. D'accord. Que ça peut être à sens unique aussi. Voilà. Au moins le temps d'une soirée, le temps d'une séance. D'une séance, ouais. Ouais, ça peut pas être comme ça systématiquement, surtout quand on est en couple. Mais là, on vient se faire plaisir, on vient vivre une expérience pour soi. Et se lâcher prise, cette détente, ça permet plein de choses. En termes sexuels, ça permet plein de choses, quoi. D'accord. Voilà. On en arrive à la fin de cette interview. Est-ce que tu voulais ajouter autre chose, même si ça n'a rien à voir avec le sujet, l'interview? Non, pour les personnes qui veulent pratiquer, voilà, prenez des cours, un minimum. Cultivez-vous. Et surtout, prenez du plaisir et amusez-vous, quoi. En sécurité. Bon. Ça fera un bon mot de la fin. Ouais. Donc, Alex, je te remercie beaucoup merci à toi, d'avoir accepté l'interview et puis d'avoir pu éclairer les gens avec ton savoir. Et puis éventuellement, ils viendront te voir. T'es à Joinville-le-Pont, je pense qu'on peut le dire, donc tout proche de Paris. Ouais. Et puis on le rappellera, je mettrai les coordonnées. Il y a une autre école dans le sud pour ceux qui seraient trop loin de Paris. C'est ça, Aix-en-Provence. Ouais, à côté. Merci beaucoup. Merci.